Juste pour compléter la réponse de Luc, l'université, devant ce qu'elle a jugé le sérieux et la qualité des travaux scientifiques, a même décidé de labelliser notre produit, et c'est le seul complément alimentaire sur lequel il est marqué que c'est un produit issu de la recherche de l'université Paris-Descartes. Oui, moi j'avais des questions plus sur l'utilisation du produit, et notamment auprès de personnes très âgées, 4e âge, à partir de 75 ou 80 ans, qui sont en état de dépendance, qui finalement représente un enjeu social et, il faut le dire, aussi économique assez marqué. Quels sont vos retours sur l'utilisation par ces populations, notamment en termes de durée de traitement, d'interaction avec les autres médicaments, de retour, de réaction, etc. Pour là de nouveau clarifier, le produit dont on parle aujourd'hui, Myocite, est un produit, un complément alimentaire. Complément alimentaire, par définition, ça s'adresse à la population en bonne santé. Donc on est dans le domaine de la prévention et du maintien d'une masse musculaire. On prévient la diminution de masse musculaire. La référence que vous faites à des personnes dépendantes et très âgées, là on est dans le domaine de la thérapeutique. Alors, au mieux, ce qu'on pourra faire, c'est, comme le mentionnait Cécile, un ADD-FMS, c'est-à-dire un produit diététique à fin médicale spéciale. On pense que la dose plus élevée est justifiée dans cette situation, mais je dois préciser que nous avons, au point de vue de la recherche, 2 PHRC. Donc, vous savez, ce sont les programmes hospitaliers de recherche clinique, 2 PHRC lourdement financés par le ministère. Dans l'un, nous évaluons l'efficacité de la citrulline dans une population hospitalisée très dénutrie. Et dans l'autre, dans un milieu d'EHPAD, donc là, plus léger, des sujets qui ont tous une période d'exercice, parce que nous considérons que la mesure obligatoire chez les personnes âgées pour maintenir un bon état musculaire, c'est déjà de faire de l'exercice. Je crois que c'est important de faire passer ce message. Et en plus, la moitié des sujets âgés reçoivent de la citrulline. Ce sont 2 PHRC, dont le responsable est le docteur Christian Haussel, qui lui aussi fait sa recherche au sein d'autres universités. Et est-ce qu'il y a eu des études de fait pour les sportifs ? Ouais, il y a, sous forme de malade de citrulline, il y a eu quelques études assez anciennes. Ce n'est pas un produit de porc. On ne peut pas empêcher des athlètes de haut niveau de prendre de la citrulline, et je ne commenterai pas plus. Oui. Moi, je voudrais juste insister sur une chose. Tout ce que nous communiquons, nous le communiquons parce que nous avons des données scientifiques sur ce que nous avançons. Sur le sportif, effectivement, il y a des papiers sur le malade de citrulline. Juste pour la petite histoire, le malade de citrulline, lorsqu'il a été fabriqué, c'était le malate qui était le principe actif, non pas la citrulline. La citrulline était un excipient. Donc effectivement, il existe quelques vieux papiers sur le malade de citrulline. Nous n'avons pas, nous, actuellement, les données scientifiques qui nous permettent d'affirmer que la citrulline est utile chez le sportif. Donc nous ne communiquerons pas sur ce segment-là. Oui, bonjour. Je m'interrogeais sur le fait que cette molécule soit déjà commercialisée dans d'autres pays et où s'il y a des indications équivalentes de cette molécule sur cette population. Alors, au Japon, effectivement, la citrulline est déjà commercialisée. Elle est présente dans différents produits allant de boissons type eau enrichie en acides aminés, en minéraux, ou chewing-gum, ou éventuellement même un produit qui permet de ne plus avoir on va dire le casque sur la tête après des soirées bien arrosées.
Il faut savoir que les quantités utilisées sont de l'ordre du milligramme, donc 1000 fois moins que le produit que nous proposons. Donc on ne parle plus du tout de la même chose. Ensuite, la culture japonaise est complètement différente de nos cultures européennes. Et donc il y a beaucoup d'aliments qui sont enrichis en, j'ai envie un peu de dire, un petit peu en tout et n'importe quoi, sans véritable preuve d'efficacité. Donc oui, effectivement, il y a de la citrulline présente dans des chewing-gums au Japon, mais ce n'est pas la même chose. L'autre point important pour compléter la réponse, c'est qu'aux différentes étapes de nos travaux, nous avons breveté les propriétés de la citrulline. Et l'action au niveau musculaire, nous sommes les seuls à avoir les brevets, et donc les seuls à pouvoir le revendiquer. Et donc, le produit n'est pas encore proposé à des personnes de plus de 50 ans dans d'autres pays, si je comprends bien? Pas à ma connaissance, non. Ouais, ça serait plutôt à Cécile de répondre peut-être, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est important. Je pense que même une start-up ne peut avoir qu'une stratégie mondiale. Après, il faut trouver les bons partenaires. Si on l'utilise à titre préventif à partir de 50 ans, on peut envisager qu'il soit difficile de poursuivre le traitement, ou l'apport, le complément alimentaire ad vitam aeternam. Que se passe-t-il si on arrête au bout d'1 an, 2 ans, 6 mois le traitement, qu'on oublie, qu'on passe à autre chose? J'allais dire, ça serait le même parallèle si vous arrêtez le calcium ou la vitamine D pour prévenir l'ostéoporose. C'est que vous allez avoir un effet préventif et puis après les choses vont s'arrêter. Oui. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, nous redonnons la parole à Madame la doyenne pour le mot de conclusion. Bien, écoutez, je voulais bien entendu vous remercier pour votre attention, pour votre intérêt pour ce produit, la citrulline. Je voudrais insister sur le fait que l'université a vocation à valoriser ces recherches, et je crois que Luc a très bien expliqué. Lorsque une équipe fait une découverte qui est susceptible d'être valorisée, d'être commercialisée, eh bien l'université prend avec le chercheur les brevets nécessaires. Et puis la deuxième étape, effectivement, c'est la création d'une entreprise. Et nous avons la chance, à Paris Descartes, d'avoir un incubateur d'entreprise qui s'appelle Paris Biotech, qui est là pour aider les équipes de chercheurs à créer des entreprises qui seront susceptibles de commercialiser leur découverte. Donc ça, c'est quelque chose qui est éminemment souhaitable. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est tout de même vraiment le sérieux des études scientifiques de très grande qualité qui ont été menées pour démontrer les propriétés qui sont revendiquées par le produit qui est commercialisé. Vous avez vu que ce sont des études extrêmement sérieuses, publiées dans les meilleurs journaux, et également d'autres études sont en cours, là aussi des études de grande envergure, financées par le programme hospitalier de recherche clinique qui sélectionne durement les projets pour leur qualité scientifique. Donc là encore, d'autres études sont en cours qui permettront peut-être d'étendre un petit peu les conditions de recommandation d'utilisation du produit. Donc là encore, d'autres choses sont faites sur ce produit. Et ça vous montre aussi que l'importance, lorsqu'on fait de la recherche dans le domaine biomédical, dans le domaine de la santé, d'avoir des liens avec le monde hospitalier. Et c'est évidemment grâce à la qualité de ses recherches, la qualité de son organisation, mais aussi grâce à ses contacts hospitaliers qui permettent de faire ensuite de la recherche clinique, des études chez l'homme, sain ou malade,
que l'équipe de Lucie Nobert et de Christophe Moinard a pu finalement aboutir à ce résultat qui vous a été présenté ici. Donc merci encore de votre attention, et je pense que l'équipe est encore à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez encore. Voilà.